Salut tout le monde et bienvenue à cette deuxième partie de la mini-récup sur les vecteurs. Donc, on a terminé tantôt en voyant que c'était un peu difficile de faire des calculs avec la norme et l'orientation. On était mieux d'utiliser les composants. Donc, à partir de maintenant, on va faire les opérations avec les composants. Donc, ici, par exemple, je vous donnerai deux vecteurs, donc le vecteur U et le vecteur V, et je vais faire une addition de vecteurs. Donc, je dois additionner mes composantes horizontales qui ici sont en rouge ensemble, qui vont me donner moins 2. Et je fais la même chose pour mes composantes verticales qui sont en bleu. Donc, je les additionne ensemble, fait que ça me donne 4 plus 2 qui va me donner 6. Fait que l'addition de mes deux vecteurs ici me donnerait le vecteur moins 2, 6. La soustraction de vecteurs, c'est quasiment la même chose, sauf que là, cette fois-ci, faudra pas oublier qu'on a un moins en avant de notre deuxième vecteur qu'on doit distribuer à chacune de nos composantes. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais moins 3, moins 1 qui me donne moins 4. Et ensuite, je ferai 4 moins 2 qui me donne 2. Donc, la soustraction de mes deux vecteurs me donnerait le vecteur moins 4, 2. Poursuivons maintenant avec la multiplication par un scalaire et le produit scalaire. Mais avant toute chose, j'ai une question pour toi. Vrai ou faux? Il faut effectuer le même calcul pour la multiplication par un scalaire et le produit scalaire. La réponse ici est faux. Donc, je sais que le produit, c'est le résultat d'une multiplication, mais ça se trouve être deux opérations différentes dans les vecteurs. Fait, la multiplication par un scalaire, on va faire un exemple. Fait qu'ici, je dis soit 8 un scalaire et le vecteur U moins 3, 4. Fait qu'ici, je m'intéresse au vecteur qui est 8 fois plus long que mon vecteur U. Fait qu'on va l'écrire 8U. Fait ici, le calcul que je fais, c'est que 8 fois ma composante horizontale et 8 fois ma composante verticale. J'obtiens le calcul suivant. Et quand je fais mes multiplications, j'obtiens le vecteur moins 24, 32. Fait que c'est un vecteur qui est 8 fois plus long que mon vecteur U de base. Quand on fait le produit scalaire, tout d'abord, on va devoir te donner deux vecteurs. Fait qu'ici, j'ai mon vecteur U, j'ai mon vecteur V. Et là, l'opération qu'on doit faire, c'est qu'on doit multiplier nos composantes horizontales ensemble, nos composantes verticales ensemble, et effectuer l'addition. Ce qui va nous donner, dans ce cas-ci, 5. Tu t'es peut-être rendu compte aussi que quand on fait la multiplication par un scalaire, on obtient un vecteur. Tandis que quand on fait le produit scalaire, on obtient un scalaire. Et même, j'ajouterais que quand on fait le produit scalaire et qu'on obtient 0, ça veut dire que nos vecteurs sont perpendiculaires. Les dernières opérations qui vont nous intéresser dans cette mini-récup concernent la projection orthogonale. Mais avant toute chose, c'est quoi une projection orthogonale? Donc, voici un petit schéma qui représente c'est quoi une projection orthogonale. Première des choses, on a deux vecteurs. Fait que j'ai mon vecteur U qui est juste ici et mon vecteur V. Donc, mon vecteur V part de l'origine juste ici jusqu'à la pointe de ma flèche. Fait que la projection orthogonale, pour la représenter, on utilise une ampoule qu'on place directement au-dessus de notre flèche de notre vecteur U. Ça va former un angle de 90 degrés. Et la projection orthogonale du vecteur U sur V, ça se trouve être mon vecteur ici en orange. Donc, ici, j'ai mon vecteur, là, j'ai ma projection orthogonale de U sur V. Au secondaire, les deux calculs qu'on va faire sur la projection orthogonale, c'est la norme de la projection orthogonale à l'aide de la formule suivante et les composantes de la projection orthogonale à l'aide de la formule suivante. On va aller faire deux exemples pour bien comprendre chacune des formules. Voici un exemple de calcul de la norme de la projection orthogonale. Donc, une petite mise en situation. Xavier et sa petite sœur vont glisser sur la neige. Xavier étant l'aîné, il décide de ramener le traîneau à neige en haut de la pente. Il déploie une force de 115 newtons sur le traîneau et son bras, qui tient la corde, forme un angle de 75 degrés par rapport à l'horizontale. De plus, l'inclinaison de la pente est de 28 degrés par rapport à l'horizontale. Quelle force permet le déplacement du traîneau si on néglige la force de frottement? La première chose que tu peux faire, c'est d'essayer de résoudre le problème par toi-même, mettre la vidéo sur pause, et ensuite de ça, moi, je donne les explications. Donc, maintenant, les explications, je te conseille de te faire un petit schéma. Donc, comme ici. Et là, on a vu que les angles sont par rapport à l'horizontale. Donc, je vais me rajouter des petits pointillés pour dessiner les mesures de mes angles. Mais la première chose qu'on va venir écrire, c'est ma norme juste ici, donc qui est de 115 newtons. Ensuite, j'ai un angle de 75 degrés par rapport à l'horizontale, fait que je viens le dessiner juste ici. Donc ici, j'ai 75 degrés. Et finalement, ma pente, elle, a fait un angle de 28 degrés par rapport à l'horizontale. Maintenant,
Avant de continuer le calcul, j'ai une petite question pour toi. Quel angle faut-il utiliser dans cet exemple pour connaître la force qui permet de déplacer le traîneau? A, 28 degrés, B, 47 degrés, C, 75 degrés, D, 103 degrés. Ici, la première chose qu'on doit ajouter sur notre dessin, c'est qu'on a une force appliquée par la corde qui est de 115 newtons dans cette direction-là. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est la force qui permet le déplacement du traîneau, donc la force qui est juste ici. Donc, comment on va faire pour trouver ça? C'est la projection orthogonale. Et pour trouver l'angle, en fait, l'angle qu'on va devoir utiliser pour notre calcul, on doit soustraire l'inclinaison de la pente à l'angle que forme la corde par rapport à l'horizontale. Donc ici, mon angle est de 47 degrés. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'utiliser la formule de la norme de la projection orthogonale. Donc, elle est ici. Il me reste à remplacer ma norme par 115 newtons et mon angle par 47 degrés. Ce qui va me donner 78,43 newtons. Donc, avec le 115 newtons que Xavier appliquait au départ, la force qui permet le déplacement du traîneau, c'est 78,43 newtons. Voici un deuxième exemple de la projection orthogonale, mais cette fois-ci, on va vouloir trouver les composantes au lieu de la norme. Donc, dans mon exemple, j'ai un vecteur U et j'ai un vecteur V, et je m'intéresse à trouver la projection orthogonale du vecteur U sur V. On a la formule qu'on a vue précédemment. Au départ, ce qu'on doit faire au numérateur, c'est faire le produit scalaire de mes deux vecteurs. Au dénominateur, je dois trouver ma norme que j'élève au carré. Et ici, c'est les composantes de mon vecteur V. Toute ma fraction ici va me donner un scalaire que je vais multiplier aux composantes de mon vecteur V. Donc, je remplace. Ici, on se rappelle que pour le produit scalaire, je dois multiplier mes composantes horizontales ensemble et mes composantes verticales ensemble. Et quand j'additionne tout ça, j'obtiens 5. Et pour le dénominateur, on utilise la relation de Pythagore, qu'on va devoir élever au carré. On va obtenir 5 sur 25. Fait que mon dénominateur, ça me donne 25. Cette fraction-là, je peux la réduire, qui me donne 1 cinquième. Et ensuite de ça, je vais pouvoir le multiplier à mes composantes de mon vecteur V. Fait que j'obtiens 1 cinquième fois moins 3 et 1 cinquième fois 4. Finalement, j'obtiens le vecteur moins 3 cinquièmes et 4 cinquièmes, qui est la projection du vecteur U sur le vecteur V. Pour terminer cette mini-récup, voici un exemple qui va faire intervenir plusieurs notions qu'on a vues tout au long de cette mini-récup. Mise en situation. Un kayakiste se déplace sur le lac Mistassini en direction nord-est. La vitesse moyenne du kayakiste lorsqu'il n'y a pas de courant est de 1,39 m par seconde. Cependant, la journée où il se trouve sur le lac, il y a un courant en direction sud-sud-ouest de 0,4 m par seconde. Détermine la norme et l'orientation du vecteur qui représente la vitesse du kayakiste. La première étape qu'il va falloir faire, c'est trouver à quoi correspond le nord-est et le sud-sud-ouest. Donc, ça correspond à quel angle? J'ai une petite question pour toi. À quelle orientation en degrés correspondent les directions nord-est et sud-sud-ouest? Ici, la réponse est D. Allons voir pourquoi. Donc, l'est, ça correspond à 0 degré. Le nord-est, en fait, on fait un bond de 45 degrés. On obtient le nord-est, qui est une des informations qu'on cherchait plus tôt. Ensuite de ça, j'augmente encore de 45 degrés pour arriver au nord. Ça me donne 90. J'augmente de 45, j'obtiens le nord-ouest à 135 degrés. L'ouest à 180. Le sud-ouest à 225. Le sud à 270. Le sud-sud-ouest se trouve entre les deux. Donc, je vais faire la moyenne de mon sud-ouest qui est 225 et du sud qui est 270, qui me donne 247,5 degrés. Maintenant que j'ai ça, je peux me représenter tout ça dans un plan cartésien. Fait que j'ai mon petit kayakiste juste ici. Et là, on dit au départ qu'il s'en va dans cette direction-là, à 45 degrés. On n'a pas besoin du 45 degrés ici. Donc, la norme ici de 1,39 m par seconde. Et après ça, j'ai un autre vecteur qui va dans la direction quasiment opposée. Il n'est pas tout à fait opposé, il y a un petit angle dans cette direction-là. Fait que la norme ici est de 0,4 m par seconde. Donc, je sais que mon vecteur résultant va se trouver juste ici. Fait qu'il va se trouver dans le premier cadran. On se rappelle ici que le nord-est, ça correspond à 45 degrés et le sud-sud-ouest à 247,5 degrés. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver les composantes de chacun de nos vecteurs. Fait que les composantes du vecteur courant en faisant la norme fois le cos de l'orientation, qui me donne moins 0,15,
Et pour la composante verticale, je vais devoir faire la norme fois le sin de l'orientation, qui me donne moins 0,37. Fait que j'obtiens les composantes de mon vecteur courant. Je fais la même chose, mais pour le vecteur du kayak. Donc, j'utilise la bonne norme qui est 1,39 cos de 45 degrés pour obtenir 0,98. Fait que j'obtiens ma composante horizontale. Je fais la même chose, mais avec le sin pour la composante verticale et j'obtiens aussi 0,98. Fait que j'ai les composantes de mon vecteur du kayak. Mais là, ce qu'on cherche, c'est la norme et l'orientation du vecteur qui représente la vitesse du kayakiste. Donc, je vais devoir additionner mes deux vecteurs. Fait que j'additionne mes composantes horizontales ensemble, mes composantes verticales ensemble pour obtenir 0,83, 0,61. Maintenant, vu que je veux la norme et l'orientation, je dois le changer à nouveau. Fait en utilisant la relation de Pythagore, j'obtiens environ 1,03 mètres par seconde. Et pour trouver l'orientation, je fais tan de moins 1 de ma composante verticale sur ma composante horizontale qui me donne environ 36 degrés. On se rappelle tantôt que le vecteur résultat, on avait dit qu'il allait être dans le premier cadran. Fait que nos calculs sont bons ici. C'est ce qui met fin à cette mini-récup. Il te reste juste à t'exercer pour devenir un champion ou une championne des vecteurs. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Salut tout le monde!